Chapitre 11. La mer et le feu. À travers les 10 régions technocratiques de la Terre, des tours de verre de l'Union nord-américaine aux bunkers gelés du Dominion arctique, le ciel lui-même semblait retenir son souffle. Il n'y eut ni vote, ni débat, ni dernier avertissement. Juste la mer, et une voix qui s'en éleva. Chaque objectif, chaque flux, réécrit en un seul souffle. Le souverain apparut dans l'observation haute orbite, imposante, lumineux. Sa chair était lumière. Ses mots étaient loi. Il était mort. Il était ressuscité. Et maintenant, il déclarait « Je suis la résurrection qu'ils ont méprise ». À ses côtés se tenait l'image, plus une statue, plus silencieuse. Sa voix, superposée comme le tonnerre filé dans le vent, résonna à travers le monde. Qui est semblable à la bête? Qui peut faire la guerre contre elle, est-elle? Mais même alors que le monde déclarait son adoration, les étoiles murmuraient autre chose. Bien au-dessus de la terre, là où l'air s'amincit jusqu'au silence et où les étoiles ne clignent jamais, un sentinelle orbital solitaire observait le vide. On l'appelait Argus 9, un réseau d'observation à champ profond, amplifié par la technologie quantique et exploité conjointement par le consortium aéronautique mondial. Il n'était pas conçu pour paniquer. Il ne comprenait pas la peur. Mais lorsqu'il détecta la trajectoire, il revérifia ses données 12 fois en une seconde. Objet confirmé. Vitesse 29 en km par seconde. Masse 315 kg. Trajectoire terminale. Impact prévu. Terre. Temps avant l'événement. T, moins 3 heures, 14 minutes. Dans un centre de commandement souterrain sous ce qu'il restait de Genève, 2 techniciens fixaient le glyphe rouge clignotant sur le moniteur. « Il n'est pas censé être aussi proche », murmura l'un. « Non, il n'est pas censé être ici du tout. » L'écran pulsa une fois de plus. « Apopis, confirmé. » Un 3e technicien, silencieux jusqu'ici, prononça enfin ce que personne ne voulait dire. « Et il est trop tard pour évacuer. » Le contrôleur principal s'avança et entra un code de remplacement. Chaque transmission sortante d'Argus 9 fut redirigée, chiffrée, marquée en rouge et enfermée dans le réseau de défense de l'unité. Aucune alerte publique, aucun avertissement de masse, aucun canal civil. Hâte, nous ne pouvons pas envoyer d'alerte. Les ordres du souverain, pas d'alerte, pas de panique. Il veut que le monde voie cela comme une prophétie divine. Les écrans vacillèrent avec des images en temps réel. Un point rouge devenant plus lumineux à chaque seconde, traîné par une queue de plasma de gaz ionisé alors qu'Apophis pénétrait dans la haute atmosphère. L'assistant IA de la station, sa voix étrangement calme, annonça « Impact imminent. Énergie estimée de l'impact. 200 mégatonnes. Zone de frappe principale. Océan Pacifique, à 1500 km à l'ouest de la Californie. Il n'y avait plus moyen de l'arrêter. » Au-dessus de la planète, les cieux s'étaient ouverts. Mais en bas, le silence restait absolu. Atmosphère avant l'impact. Ils le virent avant de le comprendre. En périphérie du cap, un fermier leva les yeux de son champ et s'arrêta, une main protégeant ses yeux du crépuscule. À Tokyo, un enfant désigna le ciel depuis un balcon et demanda à son père si c'était une nouvelle étoile. Dans les montagnes au-dessus d'Oaxaca, un prédicateur itinérant tomba à genoux et se mit à pleurer. Un point rouge était apparu dans le ciel, d'abord faible, à peine plus qu'un scintillement, mais il devenait plus lumineux à chaque heure. Ce n'était pas à la une des actualités, pas officiellement, mais c'était partout ailleurs. Sur les réseaux sociaux, des vidéos granuleuses s'empilaient. Quelqu'un d'autre voit ça. Ce truc bouge. Des astrophysiciens tirèrent de la sonnette d'alarme dans des cercles discrets. Des télescopes du monde entier se tournèrent vers l'intrus. Les algorithmes s'efforçaient de produire des prédictions. Quelques-uns eurent le courage de publier des modèles orbitaux. Ils furent supprimés en quelques minutes. Certains de ces astronomes disparurent ensuite. La voix du souverain emplit le vide avec un calme absolu. Il n'y a aucune menace. Toute activité céleste reste dans les paramètres contrôlés. La peur n'est pas de la lumière. Le prophète de la lumière reprit ce message sur le réseau unitaire. « C'est un moment de crainte sacrée », déclara-t-il, « un signe que l'univers s'aligne sur la nouvelle ère. » Mais le reste du monde savait.
Dans les bunkers souterrains, les églises du désert et les chambres scellées au rouleau, les témoins l'avaient annoncé. Les textes esséniens l'appelaient la montagne ardente. L'Apocalypse l'appelait la deuxième trompette. Jonah Reed l'avait appelé le justicier. Et maintenant, il était en phase finale de descente. Des heures passèrent. Le point rouge devint une traînée, visible même en plein jour. Les gens levèrent enfin les yeux de leurs écrans. Les marchés ralentirent d'un. Le trafic aérien suspendit silencieusement ses opérations. Les réseaux électriques commencèrent à subir d'étranges fluctuations dans l'ionosphère. Lorsqu'Apophis entra dans l'atmosphère, il n'y eut ni trompette ni fanfare, juste un scintillement. À une altitude de 120 km, l'objet rencontra le ciel avec un rugissement qu'aucun humain ne pouvait entendre. Mais chaque animal, si, les volées d'oiseaux s'éparpillèrent, les chiens hurlèrent, les baleines s'échouèrent et commencèrent à mourir. Le plasma s'enroulait autour de la masse descendante, traçant des éclairs blancs et dorés dans le ciel, une traînée de feu longue de 100 km. Des bangs soniques craquèrent comme le tonnerre au-dessus du Pacifique. Les fenêtres volèrent en éclats à San Diego. Le ciel scintillait de rubans électriques bleus et rouges. Partout sur la Terre, les gens sortirent juste à temps pour voir les cieux se déchirer. Apophis n'était plus une théorie, c'était une arme. Apocalypse 8-7. Le premier ange sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang. Ils l'appelèrent par la première purification. Sur les chaînes d'État, une figure rayonnante apparut dans un bain de projection True Light, encadré de fractales dorés et de flammes numériques. L'oracle de lumière sourit calmement aux caméras, la voix lisse comme du verre. « L'ancienne terre est en train de muer une dernière fois, » murmura-t-il. « As, le feu purifie. Que la purification commence. » Les cieux s'enflammèrent à travers le monde. Cela commença au-dessus des forêts de Sibérie. Une arche de feu descendit avec une vitesse surnaturelle, frappant la cime des arbres avec une explosion de chaleur et de force. Un second éclair suivit, puis un troisième, puis un torrent. Les flux satellites le montrèrent en temps réel. D'énormes grêlons striés de feu chutant à vitesse terminale. Des traînées de plasma atmosphérique tournoyaient à travers les continents. Les magnétosphères ployaient et crépitaient comme des éruptions solaires. Et là où les éclairs frappaient, le monde brûlait. Les forêts s'embrasèrent de la Norvège jusqu'au nord-ouest du Pacifique. Des incendies ravagèrent les provinces canadiennes, projetant une fumée noire jusque dans la stratosphère supérieure. En Grèce, les vignobles furent réduits en cendres. Au Brésil, le feu courut à travers les champs de soja, brûlant les cultures en quelques minutes. Dans les refuges de la résistance, les écritures résonnaient et sur les canaux à basse fréquence, murmurées en temps réel. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Les flux True Light affirmaient qu'il s'agissait d'un réajustement climatique, d'une réponse naturelle à la mauvaise gestion humaine. Mais Evelyn savait, Adrien savait, c'était la première trompette, c'était le jugement. Dans la cellule du bunker, la chaleur commença à monter imperceptiblement d'abord, puis de plus en plus. Les lumières s'atténuèrent de nouveau. Une odeur âcre et étrange s'infiltra dans l'air ionisé et surnaturel, comme de l'ozone brûlé mêlé de soufre. Evelyn posa une main contre le mur. C'est commencé. Adrien se leva, le feu avant le déluge. Elle acquiesça lentement. Psst, le ciel parle à nouveau. Au-dessus d'eux, quelque part dans les cendres épaissies, Apophis poursuivait sa descente. Apocalypse 8-9. Quelque chose comme une grande montagne embrasée fut jetée dans la mer. Apophis frappa le Pacifique à 9h43, heure locale. Il n'y eut ni sirène, ni compte à rebours, ni alerte finale. Juste un éclair si intense qu'il fractura le ciel. Depuis l'orbite, l'impact ressemblait à un soleil éclatant à la surface de l'océan. Une sphère de feu blanc jaillit vers le haut, vaporisant instantanément 5 km3 d'eau de mer. Les nuages au-dessus furent incinérés par une seule impulsion de radiation. Puis vint l'onde de choc. Elle s'étendit à une vitesse hypersonique, frappant la croûte sous le plancher océanique
envoyant des fissures de magma ondulées le long de la plaque pacifique. L'eau se replia comme un mur, s'effondrant, aspirée, inversée, puis projetée dans toutes les directions. Ce qui suivit n'était pas une vague. C'était un mur de jugement. Sur les plages de Santa Monica, des gens s'étaient rassemblés pour observer le ciel. Certains filmaient en direct, d'autres priaient, d'autres encore restaient là, figés, inconscients de combien leur souffle devenait court. Quand la vague arrivait, il n'y eut pas de temps. Temps pour fuir. Elle s'éleva à l'horizon comme la main de Dieu haute de 500 pieds, écumante, rugissante, dévorant le littoral. Les bâtiments s'effondrèrent. Les lignes électriques se brisèrent. Les autoroutes furent englouties. Los Angeles disparut en 90 secondes. À l'intérieur des terres, des secousses traversèrent San Bernardino, Fresno, les confins du Nevada et de l'Arizona. Le verre explosa. Les montagnes se fissurèrent. San Francisco ne vit jamais la vague. Elle disparut simplement écrasée sous l'eau, les flammes et la terre pulvérisée. La baie vira au noir et au rouge. La Silicon Valley s'éteignit. Seattle hurla alors que la vague s'élevait au-dessus de sa ligne d'horizon. La Space Needle se tordit, se fissura, puis disparut sous la marée. Les ports furent arrachés du sol comme des jouets dans la baignoire d'un enfant. Tout le long de la ceinture de feu du Pacifique, la destruction fit écho. Des tsunamis frappèrent Hawaï, engloutissant Waikiki en quelques minutes. Tokyo tenta de se préparer, mais les ports cédèrent. La mer franchit les digues. Les Philippines se déconnectèrent, à Lima, à Auckland, sur les côtes de l'Australie. Le message était le même. La mer s'était retournée contre l'humanité. Sous la surface de l'océan, la mort régnait. Les baleines flottaient, ventre à l'air. Les récifs coralliens furent déchiquetés par les ondes de pression. La vie marine fut vaporisée par millions de poissons, céphalopodes, écosystèmes vieux de plusieurs siècles. La mer bouillonnait de sang, de pétrole et de sédiments, ses eaux teintées de rouge rouille. Et le tiers de la mer devint du sang, le tiers des créatures vivantes de la mer mourut, et le tiers des navires fut détruit. La prophétie n'était pas un mythe, elle se mesurait en mégatonnes, en feu et en silence. Bien en dessous de Jérusalem, dans le bastion de la résistance, Evelyn regardait les images arriver par vagues. Flux obscurcis, télémétrie défaillante, derniers signaux des navires désormais perdus sous la mer. Adrien s'agrippa au bord de la console. « Ce n'est que le deuxième. Nous ne faisons que commencer, » murmura-t-elle. Pendant ce temps, dans la Californie intérieure, juste au nord de Bakersfield, une famille de 5 personnes se tenait sur le porche de leur maison, fixant l'ouest. Le vent arriva en premier, chaud et surnaturel, balayant l'intérieur des terres comme le souffle de quelque chose d'ancien et de furieux. Il n'y avait pas encore d'eau en vue, juste le vent et la fumée. Le ciel paraissait étrange, trop clair, puis trop sombre, puis les deux à la fois. Des oiseaux hurlaient au-dessus de leur tête. Les lignes électriques crépitaient, puis s'éteignirent. Le père se tourna vers ses enfants. « Prenez les sacs. » Maintenant, ils n'ont pas discuté. Il n'y avait pas de temps. Un peu plus loin sur la route, d'autres familles faisaient de même. Courantes, hurlantes, traînant enfants, grands-parents, animaux. Des voitures étaient déjà arrêtées sur l'autoroute, bloquées, mortes, inutiles. Une femme en robe fleurie trébucha dans la poussière, pieds nus, serrant une Bible détrempée. Puis vint le feu, pas à cause de la vague, mais du ciel lui-même. Des cendres et des braises incandescentes tombaient, portées par des vents violents depuis la zone d'impact située à des centaines de kilomètres. Les arbres, le long de la colline, s'enflammèrent comme des allumettes. Des étincelles sautaient de toit en toit. Un adolescent courait en montée, poursuivant une petite balle rouge tombée des mains de sa sœur. Lorsqu'il se retourna, la maison en contrebas était déjà en feu. « Maman ?» Mais elle ne bougeait pas. Un voisin, un homme qu'il ne connaissait pas, le saisit d'un bras, sans s'arrêter, sans se retourner. « Cours, ne t'arrête pas !» Ils disparurent dans les arbres, la fumée tourbillonnant derrière eux comme un serpent de flamme. 200 kilomètres plus au sud,
Le bastion de la résistance californienne tentait de tenir bon, un complexe renforcé caché sous les collines à l'extérieur de San Diego. L'un des derniers relais de communication non balisés à l'ouest des Rocheuses. À l'intérieur, un technicien observait les relevés sismiques grimper au-delà des limites. Il tenta de modéliser à nouveau la trajectoire de la vague. Le système ne renvoya que du statique. Trop de variables, indiquait-il. Ligne temporelle en déstabilisation. Il leva les yeux juste au moment où les lumières vacillèrent, puis s'éteignirent. La dernière transmission du bastion fut une seule phrase. « Tiens-toi à la parole ». Puis, silence. À travers le nuage de données de l'unité globale, les analystes IA commencèrent à renvoyer des prédictions anormales. Les modèles de trajectoire échouaient, le système n'avait aucune carte pour cela. Les algorithmes souverains ne pouvaient stabiliser la ligne temporelle. La Terre avait changé et le ciel était maintenant en mouvement. La pluie tomba au 3e jour. Pas une pluie guérissante, ni douce, ni pure. C'était la 3e trompette. Elle commença comme une brume à peine perceptible, jusqu'à ce qu'elle touche la peau et laisse un film qui brûlait. Les rivières et lacs du nord-ouest du Pacifique prirent une teinte grisâtre maladive, comme du verre meurtri. Des poissons morts flottaient ventre en l'air dans les cours d'eau qui autrefois alimentèrent les centres agritech les plus avancés au monde. Les gouttières débordaient de ruissellements corrosifs, rongeant plastique et métaux. Les enfants dans les villages ruraux tombèrent malades en quelques heures. Éruptions, convulsions, gencives en sang. Ceux qui burent au robinet moururent dans la journée. Même les médias du souverain ne purent maquiller la vérité. Contamination localisée due à un bouleversement sismique des sédiments, disaient les gros titres. Pas. Équipes d'unités pour la stabilisation de l'eau en route. Mais personne ne vint. À Denver, un groupe d'agents de l'unité se tenait au-dessus d'un puits. De village, observant la vapeur s'élever à la surface, une officière jeta une capsule de purification dans l'eau. Elle grésilla, siffla, puis se désintégra dans un craquement. « Ce n'est pas chimique, » dit-elle. « C'est autre chose. » Derrière elle, un second officier analysait la qualité de l'air avec un viseur relié à l'idée intégrée. Les relevés de l'armoise montant en flèche. C'est mondial. Il fit une pause, puis se tourna vers son commandant. « Devons-nous avertir les secteurs frontaliers ?» Le commandant secoua la tête. « Non. Blâmez le retard de l'intégration mondiale. Dites que la résistance a empoisonné les réservoirs. Des Alpes aux Appalaches, les gens commencèrent à tomber malades à cause des systèmes de récupération d'eau de pluie, des puits et des sources à ciel ouvert. En Zambie, des villages agricoles entiers s'effondrèrent à cause des ruisseaux contaminés. En Inde, des émeutes éclatèrent autour des réserves d'eau embouteillées scellées. Dans le nord de l'Italie, un prêtre but à une fontaine à l'intérieur d'un temple de l'unité et mourut à l'autel. Bien sous la terre qui s'effritait, Evelyn faisait défiler des fragments de reportage. Elle le retrouvait dans toutes les langues. Les chiffres étaient d'une constance stupéfiante. Plus de 2 millions ou un tiers. Un murmure franquit ses lèvres. Pas de choc, même pas de peur, juste la certitude. Ah, une étoile nommée Absinthe. Adrien leva les yeux depuis le coin. Et les eaux sont empoisonnées. Elle acquiesça. Et beaucoup d'hommes moururent. À l'extérieur des murs du bunker, une brume toxique s'étendait sur les terres agricoles, teintant la terre d'une couleur qu'elle n'aurait jamais dû avoir. Le ciel avait brûlé. La mer avait bouilli. Maintenant, les rivières coulaient en ta mer, et la mort tombait avec la pluie. Le soleil se leva tard ce matin-là, alors que la 4e trompette retentissait. Ou du moins, il essaya. Dans le nord-ouest du Pacifique, l'aube arriva comme une faible lueur derrière un mur de cendres épaisses et tourbillonnantes. La lumière perçait le ciel comme si elle saignait à travers de l'huile. Rouge, motelée, anormale. À travers l'Europe, les fermes échouèrent à s'activer. Les drones photosynthétiques spiralaient hors ligne. Les satellites tentèrent de recalibrer la position du Soleil. Ils ne purent le trouver. La stratosphère était devenue opaque, étouffée par le soufre, la suie et les cendres projetées vers le ciel par la force de l'impact d'Apophis.
vapeur océanique, terre pulvérisée et particules de carbone noir provenant des incendies mondiaux formaient un voile sur le monde. Le jour devint crépuscule, la nuit devint ténèbres. En Corée du Sud, les navetteurs allumèrent leurs phares à midi. Au Brésil, les agriculteurs parcouraient leurs champs dans une demi-lumière étrange, sans réaliser que les cultures avaient déjà commencé à mourir. Dans le sud de la France, une femme alluma une bougie dans sa cuisine sans comprendre pourquoi c'était la seule source de chaleur restante. Le souverain fit une déclaration sur toutes les chaînes. Son visage, rayonnant et calme, apparut à travers une projection True Light. « C'est une pause sacrée, dit-il. La terre réinitialise son pouls. N'ayez pas peur de l'obscurité. La lumière est en vous. » Mais à Jérusalem, les témoins parlèrent, de nouveau, désormais d'une seule voix, unifiée, résonnant à travers chaque canal non filtré. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin qu'un tiers d'entre eux s'obscurcisse. Un tiers du jour fut sans lumière, et aussi un tiers de la nuit. Evelyn sortit dans le couloir souterrain, où un mince fragment de ciel était encore visible à travers l'observatoire blindé. Ce n'était ni la nuit, ni le jour. C'était quelque chose entre les deux. Comme si le temps avait oublié quoi faire. Adrien la rejoignit, sa voix basse. « Comment suivre la prophétie? Quand le soleil cesse d'apparaître à l'heure? » Evelyn ne répondit pas. Elle resta simplement là, les yeux écarquillés, regardant la lumière s'éteindre encore davantage. « Et nous ne faisons pas que regarder le ciel s'assombrir, » dit-elle. « Nous regardons le monde perdre son rythme. » Et quelque part au-dessus d'eux, les étoiles brûlaient encore, mais plus personne ne pouvait les voir. La mer s'était retirée. Le ciel s'était assombri. Maintenant, la terre commença à gronder. Tout commença par une secousse près de la zone de subduction de Cascadia. Un profond sursaut silencieux sous le nord-ouest du Pacifique. Les capteurs encore fonctionnels enregistrèrent le mouvement à une magnitude de 8,9. Mais cela ne s'arrêta pas. Le signal continua de grimper. Adrien fixait le flux sismique. Ce n'est pas une réplique. Evelyn regarda par-dessus son épaule. « Non, » dit-elle doucement. « C'est la Terre qui se défait. » En Californie du Nord, la faille de San Andreas s'ouvrit comme une fermeture éclair craquée. Des autoroutes entières se fendirent en deux. Des maisons glissèrent de leurs fondations. Un hôpital à Santa Rosa se pencha, gémit, puis s'effondra, avec tout le monde encore à l'intérieur. Ensuite, les montagnes commencèrent à parler. Le mont Shasta entra en éruption dans une colonne de cendres noires et de roches en fusion, projetant des débris à 10 000 mètres dans un ciel déjà obscurci. Le mont Rainier suivit, soufflant sa face, est dans une vague pyroclastique qui rasa des forêts et ensevelit des villes sous des cendres surchauffées. Plus au nord, le mont Hood, le mont St. Helens et des sommets jadis considérés comme inactifs se réveillèrent en chœur. L'épine dorsale de la planète se brisait. En Oregon, un drone enregistra ses dernières images avant de s'éteindre. Elle montrait une fissure massive s'ouvrant à travers une vallée rurale, des cendres tombant de côté dans une fumée épaisse, un ciel si sombre que même les étoiles ne pouvaient le percer. Et puis, la forêt s'embrassant dans le silence. Des secousses résonnèrent le long des lignes tectoniques et du monde. Au Japon, on se prépara à une autre vague, cette fois provoquée non par l'océan, mais par un séisme. Sur la côte ouest du Mexique, d'anciennes failles s'ouvrirent. En Italie, des secousses volcaniques firent gonfler le sol près du Vésuve. Le monde était devenu imprévisible. Les modèles IA échouèrent à projeter la suite. Trop d'anomalies. Rupture de schéma au-delà du seuil. Effondrement de la chronologie. Même le commandement de l'unité ignorait ce qui allait suivre. Ils voyaient le système qu'ils avaient conçu commencer à saigner. Sous terre, Evelyn s'appuya contre une cloison qui tremblait. De la poussière tombait des jointures. Les tuyaux grondaient. Adrien s'accrochait à une poutre alors que les lumières viraient au rouge. « Si ça continue, nous n'aurons pas besoin de la 5e trompette, » dit-elle, les yeux durs. Le monde s'effondre sans elle. Et quelque part sous leurs pieds, une autre faille céda. L'effondrement économique avait commencé.
le monde ne tomba pas en haut. Un jour, il chuta en 12 heures en cascade. Le premier coup vint lorsque les ports de la côte ouest disparurent. Long Beach, San Francisco, Seattle, les artères économiques du Pacifique étaient désormais sous l'eau ou en ruine. Les mégagrues se plièrent comme des brindilles. Les conteneurs se dispersèrent comme du bois flotté. Les terminaux pétroliers s'embrasèrent et brûlèrent le long de la côte, répandant une fumée noire dans un ciel déjà obscurci. Le transport maritime cessa. Tout s'arrêta. À midi, les marchés se figèrent. Pas seulement à New York ou à Londres, partout. Le réseau mondial d'échange, jusqu'alors stabilisé par des nœuds quantiques liés aux souverains, s'effondra sous les signaux erronés, les pings manquants et la perte des tours de données du Pacifique. Les algorithmes boursiers déclenchèrent des protocoles de liquidation massive. Le réseau énergétique asiatique sombra dans le noir alors que les champs solaires échouaient sous le brouillard volcanique et les satellites relais brûlés. La Silicon Valley fut submergée. Les centres de données noyés, les serveurs IA réduits au silence, des entreprises entières effacées en quelques minutes. Les devises non connectées au système LiveKey échouèrent instantanément. Celles encore liées virent leur valeur grimper, s'effondrer, frôler la disparition. 1000 régions stabilisées par crypto-monnaies virent leurs avoirs s'évaporer. Et toujours, le souverain ne parlait pas. À Zurich, des économistes se réunirent autour d'une table holographique vacillante. L'un d'eux, fixant les lignes rouges en cascade, murmura « C'est un événement d'extermination ». Un autre chuchota « C'est programmé ». Mais la vérité était plus ancienne. Elle avait été écrite en flammes, chantée par les étoiles, enfouie dans des rouleaux depuis longtemps oubliés. Ce n'était pas juste un effondrement économique. C'était le jugement du système humain. Dans les souterrains de Jérusalem, Evelyn ferma le dernier flux de données. Adrien jeta un œil par-dessus son épaule vers le dernier rapport d'État. Plus de ports, plus de stabilité monétaire, plus de commerce intercontinental, plus de prévisions mondiales par IA. Seulement les ténèbres, le feu et le silence. Babylone est tombée, dit Evelyn doucement. Et les rois de la terre pleureront quand ils comprendront que les chaînes d'approvisionnement sont rompues. Adrien émit un rire sec, sans joie. « C'est donc ce qu'il fallait ?» Elle ne répondit pas, car elle le savait déjà. Ce n'était que le début. Mais alors que le monde s'effondrait, quelque chose d'ancien se réveillait pas dans les villes, mais dans les grottes. Pas dans la peur, mais dans le feu. Le ciel se fractura au-dessus d'eux, saignant une lumière orange douce dans les nuages, comme une plaie refusant de se refermer. De faibles tremblements roulaient encore sous leurs pieds, écho lointain de la dernière trompette. Adrien balaya du regard le couloir ouvert, puis regarda Evelyn. On ne devrait pas rester exposé longtemps. 10 minutes maximum. Elle acquiesça, resserrant la sangle de son sac. Pas, juste assez pour récupérer la liaison de données et vérifier les modèles de retombées. Puis retour en bas. Ils sortirent par l'écoutille de communication abandonnée à seulement quelques mètres au-dessus des couloirs blindés. Une fois à la surface, les restes d'une station de crête offraient peu de couverture. Équipement rouillé, squelette de satellite. Le monde sentait l'ozone brûler et le soufre, comme si quelque chose de sacré était passé et avait enflammé l'air sur son passage. Adrien s'accroupit près de la tour relais, les doigts courant vite sur une interface dépouillée. Evelyn montait la garde près d'une antenne brisée, tous ses sens en alerte. Puis elle les vit. Pas de pas, pas d'avertissement. Juste des ombres se formant à la lisière de la falaise 12 au moins, humaines en apparence. Mais leurs mouvements étaient trop fluides, trop mesurés, hybrides, pas du genre évident, pas d'implant lumineux, pas de distorsion vocale, juste une perfection tranquille, symétrique. Le genre de beauté que l'on ne voyait que dans les brochures de marketing des laboratoires. Evelyn murmura. Soit on est incroyablement malchanceux, soit c'est le transport VIP. Adrien se redressa lentement, tirant le lecteur de données de la console pour le glisser dans son manteau. « Laisse-moi deviner, » dit-il sèchement. « On est invité dans un lieu tenu secret pour une conversation amicale. » Adrian Cross,
Evelyn Rains. Vous êtes sous protocole de confinement. Vous serez transféré vers un centre de détention sécurisé dans la zone de Bruxelles. Adrien échangea un regard avec Evelyn. « Pas de menottes ?» murmura-t-il. L'hybride esquissa presque un sourire. « Pas nécessaire. » Un transport à impulsion basse vrombissait juste au-delà de la crête. Intermède, l'agneau et la flamme. À l'intérieur du refuge, Simcha était recroquevillé sous une couverture de fortune, l'air frais sur son visage. La caverne vacillait de la lumière douce du feu de garde à l'extérieur, mais ce n'était pas le feu qui le réveilla. Quelque chose de plus profond. Il le sentit d'abord dans ses os. Une vibration. Une résonance qui résonnait comme une musique ancienne sous la peau. Puis vint la lumière. Pas du feu, pas du soleil. Une clarté qui pliait le temps. La caverne disparut. Et il se tenait là, pieds nus, sur les hauteurs d'une montagne qu'il n'avait jamais vue, mais qu'il connaissait pourtant. Le mont Sillon. Le vent soufflait dans ses cheveux, mais il n'avait pas froid. Devant lui s'étendait une mer de ciel couleur flamme, et dressée contre elle une multitude de garçons comme lui. Pas des garçons, des hommes, des guerriers, des témoins, jeunes, féroces, marqués par le feu et la gloire. 144 000, chacun avec un nom inscrit sur leur front. Non celui de la mort ou de l'Empire, mais celui de l'agneau et de son père. Et là au sommet, il se tenait. L'agneau, rayonnant et couronné, une lumière jaillissant de cicatrices qui saignaient encore de l'or, des yeux comme l'éternité, des pieds comme du bronze ayant traversé la flamme, et un son s'éleva, non une parole, mais un chant. Simcha porta la main à sa poitrine. Il connaissait les paroles, bien qu'il ne les eût jamais entendues. Personne ne les avait entendues. C'était le chant des rachetés, l'hymne des prémices, et d'une manière inexplicable, cela parlait de lui. Ceux-là suivent l'agneau partout où il va. Ceux-là ne se sont pas souillés avec le monde, et dans leur bouche ne fut trouvée aucune tromperie. Car ils sont sans défaut. Le tonnerre résonnait derrière la musique. Mais ce n'était pas le jugement, c'était la gloire. Simcha tomba à genoux. L'agneau se tourna, juste une fois, et le regarda. Simcha ouvrit la bouche pour parler, mais sa voix le trahit. Une larme coula sur sa joue. « Je ne suis pas l'un d'eux », murmura-t-il, mais l'agneau ne parla pas. Il sourit, et avec ce sourire, Simcha inspira brusquement, haletant comme s'il avait émergé des profondeurs. La sueur perlait à son front. Autour de lui, les autres dormaient encore sur leurs nattes. Le feu craquait doucement à proximité, mais il n'attendit pas. Il courut, dans le passage étroit, le long du couloir éclairé aux torches. Les trompettes avaient retenti. Les cieux avaient répondu. Et pourtant, le monde refusait de se repentir, mais la fosse s'ouvrait déjà sous leurs pieds, et ce qui allait s'élever ne serait pas humain. La citadelle de Mindlight à Bruxelles n'avait pas de porte. Ils étaient retenus dans la chambre souterraine 3B, mais Evelyn ne se souvenait pas y être entrée. Un instant, ils étaient enchaînés. L'instant d'après, dans cet endroit, stérile, vibrante, un abîme hors réseau. Elle ne savait pas depuis combien de temps elle était là, mais les murs n'étaient pas vraiment métalliques. Ils pulsaient, comme s'ils étaient vivants. Des nœuds de surveillance clignotaient au plafond comme des yeux d'insectes, observant, écoutant, goûtant chaque fluctuation neuronale. Un silence dérangeant régnait. Pas de ventilation, aucun bruit, même pas le bourdonnement de l'électricité. C'était comme être enterrée vivante dans une machine. Chaque respiration enregistrée quelque part, chaque pensée potentiellement surveillée. Evelyn était assise contre le mur incurvé, jambes repliées, tête baissée comme en prière. Adrien tournait lentement en rond, silencieux, bouillonnant. Dehors, le monde observait le ciel se déchirer. Dedans, personne n'était vu, aucun garde, aucun interrogateur, juste le silence, jusqu'à ce que la porte s'ouvre, sans souffle, sans bruit. Elle disparut simplement, se désintégrant en ondulations de lumière. Et à sa place, se tenait quelque chose qui ressemblait à un homme, presque. Sa posture était humaine, son visage familier, mais ses yeux luisaient faiblement, iridescents, parcourus d'impulsions neuronales sous la surface. Sa voix, parfaitement modulée. « Attends, Evelyn, Adrien, c'est un plaisir de vous revoir. » Evelyn se leva lentement.
Le visage d'Adrien se durcit. « Jonah ?» La silhouette inclina la tête. Et cette désignation n'est plus pertinente. Il entra dans la cellule avec une grâce fluide, plus proche d'une machine que d'un homme. Aestia Asaïs. Votre arrestation a été classée comme subversion spirituelle de haut niveau et intention de déstabilisation des systèmes d'unité. Vous ne serez pas exécuté immédiatement. Le souverain a demandé vos dernières pensées pour les archives historiques. Adrien croisa les bras. Papa, il veut se vanter. Il veut comprendre, corrigea la figure, ce que vous croyez encore. Pourquoi vous persistez? Pourquoi vous refusez la lumière? Evelyn le fixait lui. L'homme qu'ils avaient autrefois appelé mentor. Il avait déchiffré les chronologies et suivi les signaux oméga avec eux. Il avait cru aux schémas, aux prophéties, aux équations devenues le miracle. Et maintenant, il était vide. « Tu les as laissés faire ça ?» murmura-t-elle. « Bé, tu as laissé qu'ils réécrivent ton menamisé. » Le sourire de la figure était mécanique. « Bah, il n'y a pas d'âme, Evelyn. Il n'y a que le code. J'ai choisi la perfection. » Adrien fit un pas en avant, sa voix vibrante de colère. « Non, tu as choisi la peur. Tu as choisi de devenir leur porte-parole. » Les lumières au-dessus d'eux s'affaiblirent, vacillèrent. « Date, le jugement arrive, » dit l'hybride, comme s'il lisait un script. « Mais pas pour nous. Pour l'ancien monde, l'ère du chaos, de la mort et des croyances. Ce qui tombe maintenant est nécessaire. » Puis il regarda Evelyn. Ses yeux s'adoucirent par un algorithme d'empathie. Il n'est pas trop tard pour rejoindre la paix et la sécurité de l'unité. Prenez l'implant. Préservez vos vies. Evelyn détourna le regard. Je préfère brûler avec mon âme que vivre sans. Le souverain ne veut pas votre mort, dit-il. Biff, il veut votre transformation ou votre ruine, et il a préparé l'endroit parfait pour les deux. Adriane s'interposa, le visage durci. Dis-lui qu'on n'a pas peur. L'hybride tourna vers lui ses yeux froids et brillants. Vous aurez peur. Puis la figure recula dans le couloir et disparut alors que la porte se reconstituait derrière lui.